Vous rêvez de créer votre propre entreprise ou vous venez de franchir ce pas audacieux? Que vous en soyez au début de votre aventure ou en quête de perfectionnement, ce webinaire vous fournira des clés essentielles pour naviguer à travers les étapes cruciales de la création d'entreprise. Découvrez comment transformer votre idée en une future entreprise florissante, comment éviter les pièges les plus courants et maximiser vos chances de futur succès. Nous aborderons les fondamentaux de la définition de votre marché, de la formulation de votre marque et de votre vision, et aussi de l'importance du prototypage et des tests avant la mise sur le marché. On voit tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire numéro 177. Nous sommes donc le 24 janvier 2025. Comme d'habitude, on se fait un petit rappel des missions de Second Souffle. Donc depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires bien sûr. Et puis donc j'avais fait un petit rappel, donc les statistiques de l'année 2024, nous avons accompagné 1237 entrepreneurs l'année dernière, ce qui fait une augmentation de plus 37%. Voilà. Donc on a besoin de bénévoles. Donc, si vous allez faire un tour sur notre site internet, secondsouffle.org, vous verrez donc ces trois gros boutons. Le rouge, si vous êtes un entrepreneur avec votre entreprise en difficulté. Le bouton vert pour devenir bénévole. Et donc, on a besoin de bénévoles. Et le troisième bouton, si vous ne savez plus quoi faire de votre argent, n'hésitez pas à faire une belle donation auprès de l'association en cliquant sur donc ce dernier bouton. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent sur cette plateforme de webinar, vous avez donc en bas à droite deux icônes, l'icône chat pour discuter entre vous, entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. Posez bien vos questions, cette partie questions, pour éviter qu'elles ne se perdent dans le fil du chat. Un souci technique, l'icône est à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous revenez. Et au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et un deuxième pour réagir, ce que font déjà certains, c'est envoyer des petits emojis, voilà. Donc, beaucoup envoient des petits pouces, moi je vais vous envoyer des petits cœurs, voilà. Donc aujourd'hui, on va voyager dans un pays merveilleux. Bonjour mon cher Claude. Ah, je ne t'entends pas, Claude. Ton micro n'est pas allumé. Je le branche. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui. Parfait. Donc, je disais donc, on va voyager sur un... Voilà, si je vous le mets. Donc derrière moi, donc c'est bien, vous reconnaissez tous, évidemment, que c'est la Suisse, évidemment. Et donc, nous allons donc partir en bateau. Voilà. En général, c'était plutôt les frégates anciennes, à voile, etc. Oui. On est sur la présentation. Donc, je vais essayer de ne pas vomir, mais on devrait y arriver. Alors, mon cher Claude, écoute, bienvenue. Merci. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter un diaporama sur lequel on va peut-être commencer à voyager. Alors, bienvenue à tous ceux qui vont participer, qui vont écouter, qui vont poser des tas de questions. Comme je l'avais dit sur un des billets que j'ai fait circuler sur LinkedIn, je vais essayer d'être court dans la présentation pour que vous ayez le temps de poser beaucoup de questions. C'est vraiment mon objectif, c'est d'ouvrir la parole pour que vous puissiez poser des questions. Alors, on parle de voyage de création d'entreprise. Un voyage, c'est toujours plein d'imprévus. Et la création d'entreprise, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a, quand on a écrit notre livre avec notre équipe, on a pensé justement à la question du voyage. C'est en même temps ludique, c'est sympathique, mais il y a toujours des surprises où il faut réagir.
Donc, comme vous l'avez vu, c'est un voyage qui se fait dans les îles, c'est pas un voyage ordinaire. C'est toujours très difficile parce que quand on parle de création d'entreprise, on nous met une série d'étapes, puis on se dit il faut passer du point A, B, C, D et F. Mais j'avertis toujours, ce n'est pas linéaire. Et un voyage en pleine mer, bah, ça bouscule. Il y a des vagues, il y a des écueils, il y a des choses qu'il faut éviter. Mais c'est une aventure absolument extraordinaire. Par contre, il n'y a pas de sirène. Non, non, non. Heureusement, je les ai pas mises dans le parcours pour pas qu'on risque de succomber à leur charme. Justement, pour voyager, pour faire ce voyage, il faut utiliser son cœur parce qu'il faut avoir de la motivation, de la passion pour ce qu'on fait, du bon sens, toujours utiliser le bon sens et de la résilience parce que il y a des écueils. Des fois, on frappe un écueil et il faut se redresser et il faut continuer. Voilà, ça c'est la présentation de base du voyage. Et je rajouterais je rajouterais même un autre comportement à avoir, c'est d'être curieux. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut être curieux et prêt à découvrir. Je dis toujours, il faut chausser ses baskets. J'en reviendrai aussi sur chausser les baskets. Donc, quand on prend un voyage, quand on va faire un voyage, la première chose, il faut préparer ses bagages. Il faut dire, on emmène la belle-mère avec ou on n'emmène pas la belle-mère. C'est pas très gentil. Donc, est-ce qu'on est en équipe? Est-ce qu'on est tout seul? Quel est le domaine d'activité qu'on veut aller observer sur le terrain pour faire quelque chose? Est-ce que c'est notre domaine d'origine? Est-ce que c'est un hobby qu'on veut transformer en entrepreneuriat? Quel est le terrain de jeu? Est-ce qu'on va en Thaïlande? Est-ce qu'on va faire du nomade dans le monde entier? Ou est-ce qu'on va rester dans notre quartier, dans notre petite ville, dans notre canton, ou région, ou département, ou alors à l'échelle nationale? Donc, c'est ce terrain de jeu, il faut toujours savoir où est-ce qu'on va. Surtout quand on va devoir aller sur le terrain, vraiment le terrain physique, pour rencontrer des personnes. Alors, moi, je vais pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est du Canada, mais moi, je vais pas aller faire des sondages au Canada. Ça fait un peu long. Donc voilà, ça c'est le contexte d'observation, c'est là où on va aller observer le marché. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Donc, du reste, vous voyez déjà, il y a les épaves de la planète entière. Donc, il y a des écueils, la marée, de l'ambition démesurée. C'est des petits trucs assez ludiques dans cette carte. Du reste, cette carte, vous pouvez la télécharger. Elle est disponible en format A0, je crois, ou A1. Donc, ça vous permet de faire quelque chose d'assez joli. Donc, là, on va définir son challenge. C'est quoi le grand défi? On peut toujours se référer à Martin Luther King qui disait « I have a dream, one day ». C'est un petit peu la même chose. C'est quelle est votre étoile du Nord? Mais qu'est-ce que vous voulez apporter comme contribution à la société, à l'humanité, à la planète? Quelle est votre mission? Vous voulez faire quoi? Pour qui? Et dans quel but? Quelle est votre vision du futur? Dans 10 ans ou 15 ans? Qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez être une petite entreprise, une multinationale? Bon, on va pas aller trop loin. Il y en a qui sont aux États-Unis. Ne visons peut-être pas aussi haut. Mais c'est vraiment définir c'est quoi votre étoile du Nord? C'est quoi votre challenge? Ensuite, muni de tout ça, on va partir. Allez, voilà. On va partir sur le terrain et on va aller faire des sondages. Je dis mettre ses baskets, aller sur le terrain et observer. On va segmenter le public cible qu'on avait imaginé au départ, parce qu'on peut apprendre des différents morceaux de notre public. On va faire des hypothèses. On va aller sur le terrain valider des hypothèses. Tout ce que vous faites dans vos 4 murs, c'est des hypothèses. Une hypothèse, elle est très belle, mais elle ne vaut rien du tout tant qu'elle n'est pas validée. On va décortiquer les problématiques pour mieux les comprendre. On va analyser les parties prenantes qui se trouvent sur ce terrain. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Comment est la concurrence? Qui sont les influenceurs? Aujourd'hui, on parle énormément d'influenceurs, mais ça existe depuis des siècles.
Bref, on va essayer de savoir le maximum du terrain. Et ça, ensuite, je dirais malheureusement, cette étape numéro 3, beaucoup d'entrepreneurs ne la font pas. Et oui, j'ai vu, dans ma vie, j'ai analysé plus de 1150 projets de création d'entreprise. Et c'est la grosse lacune. On a juste fait une étude de marché sur Internet et puis c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'une fois qu'on a fait son produit et qu'on va sur le marché et qu'il n'y a personne qui en veut, ben là, ça fait un peu mal. Segmenter avant d'observer, comment on peut faire? Ben oui, il faut segmenter avec un petit peu de bon sens et on va faire des groupes de personnes pour aller interviewer des différents groupes de personnes pour avoir des opinions qui sont différentes. Ça permettra de mieux nous positionner. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Ensuite, on va retourner dans son bureau et on va dire qu'est-ce que j'ai appris? Formuler son point de vue. Et puis c'est là qu'on peut faire oups, j'ai oublié des informations, il me manque, c'est pas linéaire, on retourne observer le marché et ensuite on revient à cette analyse qu'on avait commencé à faire. Donc là, on va transformer les problèmes qu'on a écoutés en objectifs, on va créer voir quelles sont les zones d'intervention où nous, on peut intervenir. On va établir des critères de sélection de solutions. Vous allez me dire, non, mais là, complètement fou. Moi, j'ai déjà mon idée, elle est bonne. Quand on va sur le marché, on va observer des choses, il y a des nouvelles idées qui vont surgir. Donc, ensuite, il faudra les sélectionner. Mais comme on est toujours un peu tricheur, il vaut mieux, avant de partir vers un brainstorming, il vaut mieux fixer des critères de sélection. Et ensuite, on peut dire, mais comment on peut innover? Il n'y a pas que 2 ou 3 innovations possibles, produits, processus, clientèle. Il y a 13 domaines où on peut innover. On peut apporter de l'innovation qui permettra de se distinguer. Ensuite, vous voyez ma souris, voilà. Ensuite, enfin, on va faire de l'idéation. On va, en fonction de ce qu'on a appris, peut-être mettre de côté la première idée qu'on avait au départ et dire, ouais, ça me dit quelque chose. On pourrait faire ça, ça et ça et ça. Donc, on va faire un énorme brainstorming avec des chapeaux de Bono, des brainwriting. On peut utiliser toutes les méthodes créatives. On peut inviter le public cible qu'on avait rencontré sur le terrain à venir faire du brainstorming avec nous. Ils auront peut-être des idées absolument géniales. Donc, pourquoi pas? On va éliminer les plus... Ouais, non, il faut vraiment avoir un voyage sur la Lune pour aller chercher de la poussière lunaire. Non, on oublie, on utilise le bon sens, on élimine. Et on regarde aussi des questions de probabilité, de viabilité. Non, ça va coûter vraiment beaucoup d'argent, beaucoup plus que je pourrais en avoir. Donc, je ne vais pas prendre cette option. Donc, là, après avoir éliminé par le bon sens, on va poursuivre notre chemin et on va sélectionner l'idée la plus probable. Et c'est là parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Donc, c'est là qu'on va choisir une, voire 2 maximum idées qui semblent être les plus viables possibles et on va commencer à travailler dessus. Et c'est là qu'on va appliquer les critères qu'on avait mis avant pour ne pas tricher. On va prioriser, on va regarder la concurrence. Bref, il y a des tas de facteurs qui interviennent dans cette sélection. Ensuite, là, on passe aux choses sérieuses. On a fait la première moitié du voyage, qui est 12 étapes, et on n'a pas encore construit quoi que ce soit. On a simplement observé et regardé le marché. Oui, je vois des petits « mon Dieu » qui arrivent. Ben oui. Et ça vaut la peine. C'est vraiment
quelque chose qui très souvent est oublié et est mortel pour la future entreprise. N'oubliez pas qu'il y a 50% des entreprises qui meurent dans les 5 premières années. Donc, si vous ne voulez pas faire partie des 50% qui meurent dans les 5 premières années, n'oubliez pas de faire cette première partie et de bien la faire. Ça ne vaut pas la peine de la bâcler. La bâcler, ça vous fera perdre du temps plus tard. Ok, un petit peu de morale, mais ça fait du bien de temps en temps. Et on repart dans notre voyage. Donc là, enfin, on va construire un prototype. Un prototype, une maquette, on va passer aux choses sérieuses. Avant, on discutait, on batifolait dans les idées créatives. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On a choisi notre idée. On construit un prototype. Ça peut être une maquette. Bref, ça peut être une simulation. Et on va planifier, calculer les coûts. Donc, on va commencer à travailler dans le concret. On va voir la partie de la faisabilité de l'idée qu'on avait imaginée. Ensuite, il faut la tester. Donc, le mieux, c'est, OK, vous allez me dire, je vais faire des tests en laboratoire, chez moi, avec mes amis. Non. Vous pouvez les faire, ces tests en laboratoire avec vos amis, mais les vrais tests, c'est avec des personnes inconnues que vous avez peut-être croisées sur le marché quand vous faisiez l'étude de marché. Mais c'est des vrais utilisateurs, c'est des personnes qui ont vraiment un besoin et votre prototype va essayer de répondre à leurs besoins. Et c'est eux qui auront la vérité, ce n'est pas vous. Donc, vous allez fixer des points de vérification, vous allez choisir ces bêta-testeurs, vous allez les accompagner, vous voyez qu'il y a aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et il y en aura autant qu'il le faudra pour que, à la fin, vos utilisateurs vous disent « Ouais, là, c'est vraiment OK, vous pouvez envoyer vos pouces, c'est OK, là, vraiment, ça revient, c'est exactement ce qu'on voulait, ce dont on avait besoin. » Alors, à ce moment-là, quand on a ça, ce résultat, c'est là qu'on va passer par le passage de la grande décision. C'est là qu'on prend la décision. OK, j'ai les résultats, j'ai mon produit qui est accepté par des bêta-testeurs. Qu'est-ce que je fais? Je vais plus loin? Alors là, oui, on passe par la grande décision et on va dans une étape qui est la 8e étape. Oh, voilà. Donc, de temps en temps, la navigation, c'était une voile qui était un peu tordue. Donc, vous arrivez dans une étape qu'on a appelée préparer l'histoire. Préparer l'histoire, il y a 2 histoires en réalité que vous devez préparer. Un, c'est raconter l'histoire institutionnelle. C'est comment vous avez commencé à réfléchir à vous lancer, comment vous êtes allé sur le terrain, comment vous avez constaté les problèmes. Vous racontez ce par quoi vous avez passé jusqu'ici et vous parlez de vos envies, vos valeurs, votre ambition. Donc, vous vous présentez vous-même, pas le produit. C'est vraiment vous présentez. C'est la communication institutionnelle, c'est l'histoire du passé jusqu'à maintenant. Mais l'histoire, c'est aussi, il faut préparer l'histoire du futur. C'est-à-dire, il faut faire votre stratégie. Et votre stratégie, c'est choisir où est-ce que vous allez aller, à quel prix, avec quels outils, quelle logistique. Donc là, vous allez commencer à réfléchir à le côté stratégique des choses. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape d'implantation. Oui. Il y en a combien qui sont allés directement à l'étape 9 là? Beaucoup. Qui n'ont pas fait là dans le public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait toutes ces étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Moi, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont démarré directement la 9. Mais il y en a peut-être aussi qui ont fait ça, mais pas exactement la même chose, peut-être pas avec autant d'intensité. Si je vous racontais mon histoire, quand j'ai créé une première entreprise, une fabrique d'ordinateurs en 1979,
J'ai rien fait de tout ça. Ah, mais tu étais jeune et innocent à l'époque. Exactement, et fougueux, fleur au fusil, et on y va. Mais attention, l'entreprise qu'on a créée, fabrique d'ordinateurs, en 79, elle vit toujours au Brésil. Bien, revenons à notre petit parcours. Donc, là, il faut préparer l'implantation. Ben, c'est le temps de mettre la main à la pâte. Hein. Vous avez fait travailler votre tête pendant toute la première partie, les 6 premières étapes. Vous avez retroussé les manches pour la construction du prototype et les tests. Là, vous êtes reparti dans à faire travailler votre cerveau pour préparer l'histoire, raconter et préparer l'histoire. Et maintenant, vous retroussez de nouveau les manches, vous devenez un petit peu des bâtisseurs, des constructeurs, et vous implantez l'infrastructure, une équipe qu'il faudra peut-être monter, la communication, les fameuses projections financières. Ben oui, il faut les projections financières pour savoir où est-ce que vous allez emmener votre bateau, éventuellement préparer des recherches de fonds. Une fois que toute cette implantation est prête, vous dites, OK, est-ce que je vais directement sur le marché ou est-ce que je vais faire encore un test, mais un petit peu plus grand? Un test que je dirais grandeur nature. Et c'est ce qu'on a appelé le pilote. Oui, il y a des tas de choses qu'il faut, des tas d'écueils là où il faut faire très attention. Je vous laisserai regarder plus tard. Donc là, c'est vraiment le test grandeur nature. Vous aviez peut-être 2, 3 bêta-testeurs. Là, il vous faut essayer de trouver 20, 30, 40 potentiels clients, les démarcher dans un segment bien particulier et puis leur faire miroiter aussi qu'ils peuvent bénéficier d'un rabais de 20% ou 25% à condition qu'ils acceptent de s'asseoir avec vous à la fin, ou un mois plus tard, 2 mois plus tard, pour faire une évaluation. C'est du donnant-donnant et ça marche. Donc, ce pilote, il va vous permettre d'ajuster votre production, de voir vraiment quelles sont encore les petites corrections qu'il faut faire. Et puis, là, vous pourrez dire à la fin du test, c'est bon, capitaine, on peut y aller et on passe sur le marché. Et là, c'est le marché de croissance. Tout le marché antérieur, c'était un marché d'expérimentation. Là, c'est le marché, et là, on a dépassé le stade de la création, on a déjà fait tout le juridique, etc. C'est le décollage, route vers le point d'équilibre, parce qu'on n'est peut-être pas encore arrivé au point d'équilibre entre les dépenses et les revenus, et on rentre petit à petit dans une phase de croissance. Et il faudra faire attention, le dernier écueil, c'est le calme plat de la croissance zéro. Entre autres, il peut y avoir des incidents de parcours comme le Covid, etc. Voilà, ça c'est le parcours. Je crois que j'ai pris 20 minutes. Ma souris. Donc on voit ici les 12 étapes avec tous ces allers et retours qui vous permettent d'emmener votre bateau, votre frégate, du départ jusqu'au marché de croissance. Est-ce qu'à un moment donné, oui, cher public, nous avons parlé de business plan? J'en ai pas parlé, mais à votre avis, où est-ce qu'il se ferait le business plan? Eh bien, le business plan, il se fera dans la phase d'implantation. Parce qu'écrire un business, c'est tard, hein, ça paraît extrêmement tard. Mais tant que vous ne savez pas quel est le prix que vous pouvez vendre, que vous n'avez pas une infrastructure, ça ne sert à rien de faire un business plan. Le business plan, bien sûr, vous allez faire un planning de tout ce que vous devez faire. C'est un planning de votre affaire. C'est un business plan. Mais vous le faites d'abord dans la tête. Vous le faites sur des nappes en papier dans le petit restaurant du coin. Vous le faites sur votre bloc-notes. C'est essentiel de faire le business plan. C'est pas essentiel de le rédiger. Vous rédigez un business plan seulement si vous devez le montrer à quelqu'un.
Autrement, c'est des notes que vous faites pour vous-même avec des projections financières, un fichier Excel, etc., etc. Vous pouvez utiliser des mind maps qui sont des fois beaucoup plus explicites qu'un business plan de 50 pages. Du reste, s'il vous plaît, si vous faites des business plans, évitez de faire des business plans de 50 pages. Mettez-vous dans la peau de l'évaluateur. J'en ai été un pendant pas mal de fois. Et je vous jure que quand je voyais un business plan qui dépassait les 20 pages, je disais, oulala. Donc, le business plan, ça se fera dans la phase d'implantation si vous en avez besoin de le rédiger. Ce qu'on a cherché, c'est une approche intégrée. Donc, juste pour dire une chose, donc moi je copilote, une association qui s'appelle MySBM. On voit le logo de MySBM, ça c'est notre plateforme MySBM Design. Et ce qu'on a cherché justement, c'est avoir une approche qui amène un livre. Donc là, si vous voulez faire la commande du livre, on ne vous le livrera pas de la Suisse parce que si vous habitez en France et qu'on envoie depuis la Suisse, ça double le prix du livre. Donc, ça ne vaut pas la peine, mais on est en train de monter une structure pour l'avoir aussi en France. Au Canada, il faudra discuter s'il y a quelqu'un au Canada ou à Madagascar, parce que les tarifs douaniers et les TVA peuvent être absolument extraordinaires. Pour ceux qui pensent pouvoir le commander en France, en Suisse, en Belgique, vous avez le lien pour arriver sur un Google Form pour pouvoir commander le livre. On est en train de voir avec des éditeurs en France et ailleurs pour ne pas avoir les mêmes problèmes d'envoi et de frais de douane et de transport. Donc, on a le livre qui est un petit peu l'épine dorsale, qui raconte le voyage, qui parle, justement, on a un chapitre par étape. Le voyage, pour que ça soit quand même plus sympathique, ouais, non, vous ne le voyez pas derrière moi, il est tout petit, mais en réalité, je l'ai imprimé en format A1, il est collé sur ma porte. Ah. Voilà, il est là, derrière sa porte. Vous le voyez là, sous sa porte? Il est là, hein. Là, on voit la souris qui se promène. Donc, cette carte, vous pouvez la télécharger, vous pourrez l'avoir en format A1. Ensuite, on a mis, alors ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, si vous essayez d'aller sur le marché avec quelque chose qui n'inclut pas un minimum de durabilité, vous avez une concurrence féroce qui le fait. Donc, nous, on a préparé tout au long du parcours, on s'est basé sur le design thinking avec désirabilité, viabilité, faisabilité, mais on a mis la durabilité tout autour du parcours de création d'entreprise. Donc, dans le livre, vous verrez à chaque étape, chaque activité, il y a le petit logo des 17 objectifs, des ODD, et puis à côté, il y a une remarque. Qu'est-ce qu'il faudrait penser? Si vous pensez à la durabilité dès le départ, ça sera moins coûteux que d'y penser une année ou 2 ans après avoir lancé votre entreprise. Voilà, ça c'est le parcours qu'on peut voir sur plutôt là, une forme de serpent. Vous voyez qu'on commence par la durabilité, ensuite 4 étapes sur la faisabilité avec tous les tests, et ensuite toute la partie financière, calcul de prix, ça sera la partie viabilité. Mais en réalité, durabilité, faisabilité, viabilité sont toujours présents. Et ces auréoles vertes, c'est l'intensité de ce que vous devez penser en termes de durabilité. Ensuite, vous avez des ressources. Et là, vous avez un autre lien. Vous pouvez tomber, on a 80 activités dans les 12 étapes, donc dans la table des matières du livre. Depuis le livre, vous pouvez sauter sur notre plateforme, MySBM Design, et vous avez plus de 200 ressources qui sont à votre disposition, entre des checklists, des vidéos, etc., etc. Donc, et
vous choisissez par la table des matières quelle activité je veux faire. Vous aurez les ressources nécessaires et optionnelles pour cette activité. Parce que nous, on avait déjà il y a longtemps une boîte à outils monstrueuse, aussi avec dans les 200 ressources. Mais pour l'utilisateur qui plonge et se retrouve nez à nez avec 200 ressources, complètement perdu. C'est pour ça qu'on a fait le livre qui permet d'avoir des activités, des étapes et des ressources qui sont associées aux étapes et aux activités. Et puis, on vous a mis aussi à disposition en Excel un carnet de bord où vous pouvez prendre vos notes et qui seront très utiles pour votre plan, votre planification et éventuellement aussi votre business plan. Donc là, vous pouvez annoter tout ce que vous faites, quelles sont les personnes de l'équipe, les compétences, les préférences au travail, bref. Tout votre parcours et toutes les informations que vous allez mettre sur ce fichier Excel seront utiles pour faire un business plan, pour le rédiger, s'il faut le rédiger. Ah, j'ai perdu ma souris. Ah, voilà. Alors, il y a Steph qui habite qui dit magnifique et je ne vous connaissais pas alors que j'ai bossé sur Genève durant plusieurs années. Mais quelle honte pour moi. Non, mais il faut l'excuser parce que j'ai habité 27 ans au Brésil. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas croisés. Voilà, tout excusé. Donc, nous, vous êtes ici, on a déjà quelques webinaires, donc c'est en développement. On a fait aussi un webinaire sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans le parcours pour accélérer les activités. On est en train de mettre ça en place petit à petit. Des ateliers, là, on est en train aussi de réfléchir à un programme de formation. Et puis, on a aussi MySBM Coach qui permet de faire du coaching. Alors, pour les Français, ça ne vaut peut-être pas la peine pour le moment de venir vers nous parce que, comme on est en France-Suisse, c'est un peu cher. Et je vous remercie de votre attention et je suis prêt à écouter, à répondre aux questions. Très bien, donc, merci. On va passer maintenant place aux questions-réponses. Merci, mon cher Claude. Écoute, tu liras plus tard les messages du chat, mais les gens sont déjà aux anges. Ah, ça fait plaisir. Et je me rappelle, alors je sais pas si je te l'ai dit, mais le logo de SBM me faisait penser à quelque chose depuis le début qu'on se connaît, depuis le début que je le vois. Et ça y est, ça m'a rappelé quelque chose. C'est un peu ça me fait penser à STM, qui est la Société de Transport Montréalaise. Voilà. Ah, je dis ça, et en plus, je crois qu'il y a quelqu'un normalement qui est au Québec, je crois. Donc il doit être 8h30 du matin là-bas. Donc bonjour Québec. Et voilà, c'est pour STM et SBM, voilà, ça me faisait penser voilà, à ça. Alors, si vous avez posé des questions dans le chat, n'hésitez pas à mettre votre question dans l'onglet questions, là en bas à droite, là. Oui. Hein, vous mettez ça dans questions. Alors, ah oui, si j'ai oublié de vous dire aussi, vous savez que maintenant je mets une petite musique, une petite chanson à la fin de chaque webinaire, et donc pour faire honneur à la Suisse, donc à la fin du webinaire, ça sera donc un interprète suisse. Oh, donc c'est pas du yodel, ça va. Et puis, il est né pas très loin de chez toi, Claude. Alors, si vous savez qui c'est, ne le dites pas. Je vais vous donner quelques petits indices comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Donc, je vous dis, il est né à côté de Berne. Voilà, déjà. Pour l'instant, c'est le premier indice. Si vous le savez, vous ne le mettez pas dans le chat. Il y a déjà des gens, des noms qui, il y a déjà des noms qui circulent. Je ne vous dirai pas si c'est ça ou pas. Voilà. Alors, on y va pour les questions. Alors, première question pour Tanagra. Ah si, puis j'ai complètement oublié de dire aussi. Werner, mon cher Werner, merci pour tes bons vœux que j'ai reçus par texto. Excuse-moi, je l'ai vu il y a quelques jours, donc je te souhaite mes bons vœux, mon cher Werner. Voilà. Alors, question de Tanagra. Comment procéder? Alors ça m'est déjà arrivé de voir le cas, et je ne sais
Que répondre? Comment procéder lorsque la création d'entreprise est prioritairement un projet orienté associatif? Quid de la rétribution financière pour assurer le quotidien? Alors, je ne connais pas très bien la loi 107 ou 117, non, loi 101. Hein. 1901. Ouais. Mais bon, que ça soit en Suisse, que ça soit en France, que ça soit ailleurs, une association, on parle de organisme sans but lucratif. Mais organisme sans but lucratif, ça ne veut pas dire nécessairement que l'association ou l'organisation ne peut pas payer des salaires. Et c'est intéressant parce qu'on m'a posé la question. Il y a une structure à Lausanne qui s'appelle Bénévolat Vaud. C'est une association qui soutient le mouvement associatif. Et on m'a posé la question, justement, dernièrement, même on m'a interviewé pour me demander qu'est-ce que je pensais de l'utilisation de la création d'entreprises pour une association, parce que à Lausanne, Bénévolat Vaud reçoit de plus en plus de personnes qui veulent lancer leur association, mais aussi pouvoir en vivre, au moins partiellement. Et une association est une entreprise. Donc, pour qu'une association puisse vivre et voler de ses propres ailes, il faudra vraiment développer un modèle économique. Économique, ça ne veut pas dire faire des bénéfices et redistribuer les dividendes. Ça veut dire simplement avoir des revenus pour pouvoir payer les dépenses et éventuellement les salaires de qui va piloter et travailler dans l'association. Donc, quand on veut vraiment sortir du pur bénévolat où on ne touche absolument rien, et puis on met encore en plus de l'argent pour payer les frais de l'association, il faut développer un modèle économique. Donc, ce parcours de création d'entreprise, il peut s'appliquer pour une association, pour une raison individuelle, pour une SARL, une SA, pour toutes les formes, une coopérative, pour toutes les formes d'entreprise. Et sans oublier qu'une association est une entreprise. Oui, donc pas au sens juridique, mais c'est une entreprise. Oui. Voilà. Mais merci Claude. Parce que, oui, voilà, maintenant je saurais répondre. Effectivement, tu as tout à fait raison. Une question de Steph justement qui a donc habité à Genève. Maintenant il habite pas en Genève, mais donc il est frontalier. Je suis à la frontière genevoise. Faites-vous des suivis avec des structures à but transfrontalier? C'est la première fois que j'entends des buts transfrontaliers. Il faudra m'expliquer un jour ce que c'est. Au fait, William, tu me fais penser une chose parce que je n'ai pas donné mes coordonnées. Oui. Et les coordonnées de MySBM. Est-ce que tu feras un mail à toutes les personnes qui ont participé, qui sont venues? Oui. Donc, est-ce que tu pourras leur communiquer aussi mes coordonnées si les personnes veulent par la suite poser des questions? D'accord. Il faudra simplement faire référence. Ouais, je vous ai entendu là au webinaire de Second Souffle. Comme ça, ça nous donnera des indicatifs. Donc là, tu répondras à Steph Très volontiers. D'accord, ok. Donc Steph, donc à la fin du webinaire, je vous enverrai un petit mail avec les coordonnées de Claude. Le temps étant contraint pour beaucoup aujourd'hui, comment embarquer et créer en construction avec des financeurs et ou utilisateurs, avec l'ensemble de parties prenantes externes au projet? Attends, comment embarquer et créer en co-construction avec des financeurs et ou utilisateurs? Oui, je crois que j'ai une réponse qui me vient à la tête. Quand on veut quand on va avoir besoin de financeurs et d'utilisateurs, première chose, c'est les utilisateurs. Il faut penser à l'utilisateur pour avoir une réponse parce qu'on va faire à un besoin. Et c'est cette réponse à un besoin qui pourra donner une viabilité. Et c'est quand on sera en pleine étude de la viabilité qu'on verra quelles sont les finances dont on a besoin, qu'on va aller prendre contact avec les financeurs.
Mais les parties prenantes, ben, la concurrence, c'est une partie prenante. Et la concurrence, il faudra en tenir compte dès le début, petit à petit, dès qu'on commence à former ses idées et jusqu'au moment où on ira aux financeurs, vers les financeurs, parce qu'ils vont nous demander qui sont vos utilisateurs, quelle est votre concurrence. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, Tanagra va nous dire ça dans le chat. Merci Claude. Ah. Encore une question de Tanagra. Je crois que je peux même répondre à ta place. Tiens, je mélange tout en même temps car mon métier de base c'est le marketing, la communication, et je pense que mes bases me permettent d'aller et venir entre les parties, donc dans les différentes îles sur la carte. Peut-être est-ce une erreur selon vous? Ouais. Alors, j'ai un billet que je vais ressortir parce que je suis en train de sortir toute une série de petits vidéos-podcasts sur LinkedIn que je publie régulièrement, à raison de 2 par semaine ces derniers temps. J'étais assez prolixe. Pour les personnes qui sont au chômage en Suisse, il y a une mesure qui s'appelle mesure de soutien à l'activité indépendante. Et puis je donne justement cette notion de parcours et qu'est-ce qu'on peut faire avant cette mesure du chômage et qu'est-ce qu'on peut faire pendant la mesure du chômage parce que je connais très bien cette mesure. Et c'est intéressant de voir justement que c'est pas parce qu'on a un métier qu'on est entrepreneur. Je fais toujours une comparaison avec la déesse Shiva en Thaïlande. Vous savez quelle est cette déesse? C'est celle qui a 18 bras, 9 de chaque côté. Et je dis toujours, votre métier, et ça c'est pour Tanagra, votre métier, Tanagra, c'est le marketing. Marketing, déjà, c'est assez vague. Hein. C'est le marketing étude de marché ou c'est le marketing communication? Ça, il faudrait aussi le définir. Mais un métier, c'est un métier. Vous avez besoin de beaucoup d'autres métiers quand vous voulez devenir entrepreneur. Et vous devrez adopter des postures, ce qui sera aussi un objet d'un prochain billet. Pour chaque étape, vous avez des postures de votre personnalité qui doivent être différentes. Un moment, vous êtes Indiana Jones. Un moment, vous êtes un explorateur. Un moment, vous êtes un analyste renfermé dans son bureau à faire des calculs sur une planche à dessin. Bref, c'est des tas de postures qu'il faudra travailler. Donc, votre personnalité va devoir gagner en flexibilité et vos compétences, vous devrez très certainement acquérir un certain nombre de compétences complémentaires. Exact. Nous, on parle, ici, on a souvent parlé d'être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Et donc, plusieurs bras, ça marche aussi. Oui, oui. Non, mais le billet que je vais faire, c'est justement la danse des casquettes et des postures. Jean-François, je pense que maintenant vous avez la réponse. Hein. Comment télécharger le poster du voyage? De toute façon, sinon, il y aura le lien dans la présentation. Puis je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis le lien également dans le chat. Ça, c'est bon. Et puis, comment acheter le livre? Donc ça, on en a parlé aussi. Oui. Ça sera dans la présentation. Il y aura un lien, un Google Form à remplir. Alors, ici dans les questions, hormis bénévolat, faites-vous des interventions avec des coopératives genevoises? Non, j'ai pas fait d'intervention avec des coopératives genevoises, mais avec des coopératives vaudoises. Donc, j'ai même aidé justement à la création d'une coopérative dans le domaine du bâtiment. Une coopérative avec des architectes, ingénieurs civils, spécialistes de la durabilité, etc. J'ai une question super intéressante de Dina. Alors déjà t'envoies des fleurs, hein, donc merci pour cette énergie et cette créativité. Marc a parlé peut-être pour moi, hein, je ne sais pas. Émission d'une rare singularité. Ma question, la phase de test est-elle nécessaire lorsque le marché a déjà été validé par la concurrence et qu'on apporte une amélioration et une communication plus massive? Alors, la première partie de la question,
je vais être petit, assez direct. Hein. Excusez-moi, on m'a toujours demandé, mais quelle est ta particularité? Je bouscule avec bienveillance. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Quand la concurrence a validé quelque chose, ça veut dire qu'il y a un marché qui existe. Oui, mais ça veut dire aussi que le marché est pris. Il est occupé, le terrain est occupé. Donc, il faut arriver avec quelque chose de différent pour grignoter une part de ce marché. Donc, il faut tester. Parce qu'on aura quelque chose qui ne sera pas exactement la même chose que la concurrence. Donc, la phase de test est nécessaire. Oui, oui, absolument. Voilà. Donc, ça c'est bon, Tanagra, vous aurez les coordonnées. Faites-vous des interventions? Ah ben ça c'était la question que tu m'avais prise. Que pensez-vous du concept d'effectuation? Je démarre avec ce que j'ai dans le frigo. Ah oui. On avait fait un webinaire là-dessus. Hein, alors, je préfère ne pas me pencher sur l'effectuation parce que ce n'est pas un domaine que je connais suffisamment pour pouvoir répondre. Oh là, ça pleut de questions. Tiens, Dina, combien de personnes pour la phase de test? Je dirais la phase de bêta-test, ça dépend aussi. Si c'est un bâtiment, une maison, là, ça va être un test un peu plus compliqué. Vous pouvez faire des maisons témoins ou des appartements témoins pour inviter les gens. Si c'est une nouvelle marque disons d'aliments sains, bons pour la santé, le bêta-test, vous pouvez le faire avec une dizaine de personnes et le vrai test, vous le faites peut-être avec une centaine de personnes. Donc, il faut adapter ce nombre de personnes pour les phases de test, de bêta-test et de pilote à chaque produit ou service que vous allez mettre en place. Une question d'un Vendéen qui a comme prénom Pascal. Bonjour, mon cher Pascal. Quels sont les apports proposés par le coaching? Alors, il faut que je vois dans quel sens, parce que les apports, c'est la sympathie, c'est le sourire, c'est les bonnes réponses, c'est l'énergie. Mais en réalité, alors je dirais déjà une chose. Nous, on a lancé notre plateforme de coaching, mais je parle toujours de la chose suivante. Faire que du coaching, pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que le coaching, en principe, dans les grandes théories du coaching ou les écoles de coaching, vous incitez votre interlocuteur à se poser des questions et à trouver des réponses. Mais des fois, la réponse ne vient pas. Donc, moi, je préfère faire du coaching, du mentorat, en même temps mélanger avec un peu de conseil, avec des pistes de réflexion. Donc, je mélange un petit peu tout. Donc, les apports de coaching, c'est d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous bouscule. Mais vous bouscule dans le bon sens. Il ne va pas vous jeter dans le précipice. Il vous bouscule pour vous faire avancer et pour vous aider à réfléchir, mais aussi à dire, OK, va regarder là-bas parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Voilà, ça, à mon avis, c'est l'avantage du coaching, c'est d'avancer avec un peu plus de sécurité, c'est d'avoir quelqu'un qui vous guide. Ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas les choses à votre place. Exactement, voilà. Non, Jean-François, je n'ai pas oublié votre question. Donc, je la pose maintenant. Alors, que penses-tu du design thinking? Alors, tout notre parcours est basé sur le design thinking. Les 4 premières étapes, c'est la désirabilité. Les 4 suivantes, c'est les étapes de faisabilité. Et les 4 dernières, c'est les étapes de viabilité. Donc, le design thinking, ça vous pousse. Normalement, au départ, c'était fait pour faire le design d'objets. Mais la création d'entreprise est un objet en plus vivant. Donc, ce qui est très intéressant avec une entreprise, c'est que vous pouvez la créer en utilisant la phase de design thinking, mais ensuite, quand vous allez créer un nouveau produit, un nouveau service, vous allez repasser par le design thinking parce que c'est une logique
qui, à mon avis, est fantastique parce que ça commence par la désirabilité. Donc, c'est le besoin ressenti par des personnes sur le marché. Et je dis toujours, il faut que ça soit un besoin réel et ressenti. Souvenez-vous de la machine à café Nespresso, inventée en Suisse dans les années 1977, je crois, si je me souviens bien. Ben, cette fameuse machine à café Nespresso que tout le monde maintenant adulte, la trouve fantastique, c'est une invention absolument géniale. Oui, c'est une belle invention. Mais pendant 7 ans, elle est restée sur des étagères parce que personne n'en voulait de cette fameuse machine à café Nespresso. Et il a fallu les camps parce qu'il n'y avait pas un besoin ressenti et réel pour cette machine. Donc là, il n'y avait pas de désir de la part du marché. Donc pour compenser le désir, ben, il a fallu que Nespresso, Nestlé et ensuite Nespresso dépensent des millions, voire plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret, avec des what else pour arriver justement à commencer à vendre cette fichue machine. Donc, ne faites pas la même chose, à moins que vous ayez quelques millions à dépenser en communication, marketing, publicité. Bon, là, vous pouvez essayer. Mais ce n'est pas des projets que j'accompagnerai avec plaisir. What else? Alors, What else? Marie, je crois qu'on a déjà répondu à la question, mais on va le préciser pour Marie. Peut-on travailler les étapes en même temps, par exemple entre observation et expérimentation, aller et venir et réadapter au fur et à mesure, ou cela est-il complètement déconseillé? Il faut avancer le voyage en suivant chaque étape dans l'ordre, pardon. Est-ce que vous avez déjà mangé le dessert avant le plat principal? Moi, je l'ai essayé déjà plusieurs fois. Et c'est assez amusant. Donc, on peut inverser, on peut s'amuser. Et dans le voyage de la création d'entreprise, il y a une série d'étapes par lesquelles il faudra passer. Il y a du bon sens, hein, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc, vous n'allez pas calculer un prix si vous ne savez même pas ce que vous allez construire. Donc, il y a des choses de bon sens. Par contre, les allers et retours, c'est extrêmement salutaire. Parce que c'est aussi un signal d'humilité. Ça veut dire que vous êtes capable de dire, ouais, là, j'ai peut-être fait quelque chose qui n'était pas 100%. Allez, on retourne, on vérifie et ensuite on y va. Oui, puis sur la carte, on le voit, hein, il y a des petits... où est-ce que quand je vais en voir une c'est les flèches rouges, hein, je crois. Hein. Voilà. Vous avez des flèches, oui, vous avez la flèche verte et vous avez une flèche rouge. Donc ça, oui, vous passez de l'étape à 3 à 4 et de la 4 à la 3, de la 3 à la 4, etc. Et de la 4, il y a même une flèche qui recommence pour l'étape 1. Voilà. Quand vous dites, ça n'a rien du tout, vous avez envie quand même de lancer quelque chose, vous retournez à l'étape 1 et vous repartez pour une direction différente. Dans l'étape 1, vous avez défini votre domaine d'activité. Vous pouvez dire, OK, je vais changer mon domaine d'activité et je vais voir de nouveau sur le marché ce que je trouve. Donc, vous allez refaire 1, 2, 3 jusqu'à retourner à la 4. Je reviens à ma petite chanson qui sera diffusée à la fin. Autre indice, il est donc auteur, compositeur et interprète. Il a un frère qui s'appelle Martin. Il chante en français, en allemand, en suisse allemand, alors c'est le bernois, ça je ne savais pas, en italien et en anglais. Voilà. Et il nous reste 6 minutes et 30 secondes. Une question, j'ai vu une question de Pascal tout à l'heure passée, où est-ce qu'elle est? Ah oui, voilà. À quel moment faut-il faire un business model et quel est l'apport du business model sociétal? Alors, le business model, il n'y connaît rien en sociétal, RSE, Pascal, il n'y connaît pas grand-chose, donc c'est pour ça qu'il pose la question. Alors, le business model, donc un canevas de modèle d'affaires. Nous, on a un canevas qu'on appelle fièrement le super canevas, parce qu'au lieu d'avoir 9 blocs comme celui d'Osterwalder et Pigneur, il a 18 blocs.
Et en haut, vous avez les valeurs, en bas, vous avez les impacts. Donc, on pense aux valeurs et l'impact. Donc, c'est déjà un aspect sociétal inclus dans le super Canva. Le business model, vous allez le faire quand vous commencerez à avoir des idées un petit peu plus précises, quand vous allez formuler votre point de vue. Et vous pouvez dire, ah, mais pour telle chose qu'on a vue, allez, on fait un petit Canva de business model. Pour la deuxième chose, on fait un deuxième business model. Pour la troisième, on fait encore un business model. Ce qui permettra de comparer puis de voir quelles sont les trois logiques qu'on peut avoir dans trois Canvas différents. Donc déjà, à la quatrième étape, on commence à réfléchir en business model, qui n'est autre que la logique du modèle d'affaires qu'on va implanter. Maintenant, nous, on prône réfléchir aux objectifs de développement durable, à la RSE, déjà à la deuxième étape. Quand vous allez définir votre grand challenge, oui, mais et si je fais quelque chose en même temps de bien pour la planète? Donc, on a des liens avec les ODD, on a des liens avec la théorie du donut, pour montrer justement que, au lieu de faire la durabilité après, on peut l'inclure directement dès le départ. Très bien. Écoute, je ne savais pas que par chez vous, vous aviez du super Canva. Mais moi, je t'informe qu'en chez nous, en Normandie, on a du super Calva. Alors, Tanagra. Je viendrai le goûter. Tanagra me demande gentiment de remettre la slide sur le numéro 2. Hop. Définir le challenge. Ah, par contre, il n'y a pas j'ai pas ton animation. Ah oui, tu n'as pas le petit. Tu peux le remettre, s'il te plaît? Oui, alors je repartage. Pendant ce temps, je vous donne d'autres indices. Il est né en 1960. Son premier album en France a été en 1983. Excusez-moi, il faut juste que je remonte au premier slide, au deuxième slide. Alors, le deuxième slide. La deuxième étape. Ah, la deuxième étape. Alors, 1, 2. Je suppose que c'est. Non, oui, c'est celle-ci. Et je vous représente ça. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit, Tanagra, hein? Donc, on va laisser Tanagra réfléchir à sa question. Alors, il y a deux questions, là encore. Celle-ci, c'est fait. Allez, bah si, tiens, on en a parlé tout à l'heure. Que penses-tu de l'IA? Demande Didier. Alors, l'IA, alors, première chose, toujours pour bousculer, l'IA sans l'IH, c'est rien du tout. Bon, vous m'avez compris? Alors, l'intelligence artificielle sans l'intelligence humaine, IH, pour la piloter, ça ne sert à rien du tout. Donc, je suis assez cru. Par contre, il faut toujours peser les choses. Si j'ai croisé une personne qui utilisait l'intelligence artificielle chaque matin avec une photo de sa garde-robe pour dire « qu'est-ce que tu me conseilles ?» Là, c'est de l'utilisation humaine stupide par rapport à l'IA. L'IA, elle est très, très utile. Elle peut être fantastique quand on a besoin de polir des textes, quand on a déjà des idées, mais on a la plume qui peine un petit peu. Donc, oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour ça. On peut utiliser l'intelligence artificielle parce qu'elle a accès à une base de données monstrueuse et avec énormément de liens pour connecter les informations et vous sortir des informations déjà compilées, agrégées en réponse à une question que vous faites, alors que vous allez passer une heure ou 2 heures à trouver toutes les informations et puis commencer à les agréger. Donc, il y a des gains de temps
par des accès à des informations qui sont extrêmement plus rapides que ce que nous, on peut faire. Mais pour moi, l'intelligence artificielle, il faudrait qu'on retire le nom intelligence, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence, ni émotionnelle, ni créative. Il y a de l'intelligence. Je vois les pouces qui apprécient ce que je dis. Et je suis un petit peu brutal quand je dis certaines choses. Je suis pas contre l'IA, j'utilise l'IA. J'ai fait des prompts pour faire une segmentation de marché. Ça marche très bien. On arrive à faire. Pourquoi? Parce que d'autres ont fait des segmentations dans le même marché qu'on va. Donc, l'intelligence artificielle ou le moteur, ChatGPT, Gemini et autres, ou il y en a même un qui a mon nom. Je crois que je vais demander des droits d'auteur. Une intelligence artificielle qui s'appelle Claude. Impensable. Ils m'ont volé mon nom. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour beaucoup de choses. Mais il faut toujours être derrière pour vérifier si l'intelligence artificielle ou le moteur d'intelligence générative ne nous a pas généré quelque chose avec des erreurs. Du reste, maintenant, ils le mettent systématiquement. Donc, toujours un processus qui doit être piloté par l'humain, l'intelligence humaine, et vérifié, validé par l'intelligence humaine. Bien, merci pour cette réponse courte. Donc, il y avait deux autres questions, mais c'est pareil, je pense que la réponse, il y avait une question de que pensez-vous de la conjoncture mondiale voilà, ça va être. Je pense que la réponse va être longue aussi. Non, elle est courte. Ah, vas-y. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, merci. Je vous présente donc les prochains webinars. Donc aujourd'hui, nous allons voyager en Suisse. Et la semaine prochaine, nous allons conquérir, et surtout innover et conquérir avec notre ami Bonaparte. Non, c'est pas lui qui viendra. Il n'est pas disponible la semaine prochaine. Ça sera Clémence Boissolet qui sera là avec nous pour parler d'innovation. Et vous verrez que, t'en as parlé aussi au début. Hein, ça fait partie de la phase de création de son entreprise. Il faut savoir innover. Mais une fois que son entreprise est créée, il faut continuer d'innover pour pouvoir continuer de trouver de nouveaux clients. Alors, comment on fait pour innover? On verra tout ça la semaine prochaine avec Clémence. Et puis, la semaine suivante, on va jouer au jeu de la comptabilité avec Pascal. Alors, c'est pas le même que tout à l'heure, mais un autre Pascal qui nous dira, voilà, moi, j'ai conçu un jeu qui vous apprend la comptabilité. Vous allez voir, c'est pas barbant du tout et vous comprenez aisément à quoi servent tous ces chiffres. Vous allez peut-être enfin comprendre ce que vous donne votre expert comptable ou votre comptable. Vous allez savoir la différence qu'il y a entre un bilan et un prévisionnel, un compte de résultat. Voilà. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça la compta. Voilà. Alors, merci mon cher Claude. Mais c'était un plaisir et je remercie la présence de toutes ces personnes qui sont venues écouter toutes les bêtises que je racontais. Enfin, j'espère que j'en ai pas raconté trop, hein. Non, il va falloir que j'achète ce jeu pour les assos que j'accompagne, nous dit Stéphane. D'accord. On verra dans 15 jours. Voilà. Bravo. Un grand merci à tout le monde. Et c'était un plaisir d'être avec vous. Et donc, oui, quel était donc ce chanteur dont je parle depuis tout à l'heure? T'as une idée, Claude? Pas nécessairement. Je pensais plutôt à un duo qui chantait une chanson sur la Venoge, qui est une rivière fameuse du canton de Vaud. Non, mais je vois. Après, je dirais mais oui, mais je savais. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que nous, en France, je pense que c'est l'unique chanteur suisse, enfin en tout cas pour moi, que je connais ou que nous connaissons. Donc effectivement, certains l'avaient trouvé. Donc c'est bien Stéphane Escher. Ok. Voilà. Et donc on va terminer donc ce webinaire par combien de temps de Stéphane Escher. Donc je te remercie encore une nouvelle fois, mon cher Claude. Et moi, je te remercie également pour cette opportunité. À très bientôt et pourquoi pas un nouveau webinaire et pourquoi pas se voir aussi par chez toi dans ce beau pays que j'adore. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et on termine donc en chanson avec Monsieur Escher.